Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat aujourd'hui avec la DGCF, l'Association des directeurs généraux des communautés de France, consacrée aujourd'hui webconférence consacrée à la communication électorale et aux réseaux sociaux. Je suis Julien Prévoto, responsable des collections éditoriales et des solutions médias pour les éditions VK. J'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer cet événement. Au cours de cette webconférence, dès maintenant, vous pouvez poser vos questions via la fenêtre questions à droite de votre écran sur l'interface GoToWebinar. Nous tenterons d'y répondre pendant notre session questions-réponses de 15-20 minutes au terme en seconde partie de cette webconférence. Restez donc bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mise en ligne. Vous pourrez donc visionner cette webconférence dans les jours à venir. Alors, en ces temps électoraux, avec les européennes dès la semaine prochaine, et plus encore dans la perspective des élections municipales de mars 2020, la communication des élus, quel qu'en soit le support, print, tract web, réseaux sociaux, sera soumise à partir du 1er septembre 2019 à des règles strictes. Violer ces règles pendant la campagne électorale pourra entraîner l'annulation de l'élection et même, dans les communes de 9000 habitants et plus, le rejet du compte de campagne, de la tête de liste et son inéligibilité pendant 3 ans. Il est donc impératif d'acquérir les bons réflexes pour éviter, comme on dit, de perdre au 3e tour devant le juge électoral. Les réseaux sociaux s'inscrivent dans un cadre juridique bientôt trentenaire. La dernière élection municipale date de 2014. Depuis, l'usage des réseaux sociaux s'est considérablement développé. Doit-on en conséquence craindre une multiplication des contentieux électoraux, voire des annulations de scrutin? Dans tous les cas, rappeler les règles concernant ces médias apparaît, les médias relativement nouveaux d'ailleurs, somme toute, ça apparaît essentiel. Donc pour décrypter toutes ces problématiques et nous aider à déjouer les pièges à éviter, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maître Philippe Buteau, avocat au barreau de Paris. Vous êtes avocat associé fondateur du cabinet Oppidum Avocat, spécialiste en conseil et défense des collectivités territoriales et de leurs élus. Alors Maître, bonjour d'abord. Quelles sont les principales erreurs à éviter sur les réseaux sociaux alors que se rapproche cette période préélectorale? Alors, pour essayer d'être précis et pratique en même temps, on a décidé de vous présenter les 7 erreurs à ne pas commettre. Les 7 erreurs qui pourraient justifier, en effet, comme M. Prévoto vient de le dire, une annulation de l'élection après mars 2020. Parce que, et vous le savez pour la plupart d'entre vous, des irrégularités qui auront été commises pendant la campagne, pendant la période préélectorale, eh bien, pourront justifier cette annulation. Alors, si on essaie de faire l'inventaire des erreurs à ne pas commettre, commençons par la première. La première, ce serait d'utiliser la page Facebook ou le compte Twitter de la collectivité locale. Quand je dis collectivité locale, c'est aussi les intercommunalités, évidemment, pour lancer ce que le Code électoral appelle une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ou de cette EPCI. Vous avez sous les yeux l'extrait de l'article L52-1 du Code électoral qui est très court, qui prévoit le principe de cette interdiction, mais qui ne nous dit rien de ce qu'est une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité. Il a donc fallu, pendant plus de 25 ans, que le juge se demande si telle ou telle campagne de communication était légale ou si telle ou telle campagne de communication était au contraire, comme vous le lisez ici, une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion. Alors, si on veut essayer de synthétiser le sens de ce que nous a dit le juge de l'élection, aussi bien les tribunaux administratifs que le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel à ce sujet, on peut multiplier les critères. Et vous trouverez ailleurs qu'ici d'autres façons de présenter le problème et les solutions. On
vous trouverez par exemple l'évocation des critères d'antériorité, de régularité, de neutralité. Bon, il me semble qu'il ne faut pas multiplier les critères pour comprendre ce dont il s'agit. L'essentiel, c'est de garder en tête que le juge vous permet, aussi bien sur la page Facebook que sur le compte Twitter, de continuer à informer vos populations. Ce qu'il réprime, sur le fondement de cet article L52.1, c'est les campagnes de valorisation du bilan. Alors, à ma manière, je le synthétise sous la formule suivante que vous avez à l'écran, faire savoir et ne pas faire valoir. Alors, ça peut paraître théorique, mais il faut bien synthétiser à un moment et garder des clés précises en tête. Quelle est la frontière entre faire savoir et faire valoir? Eh bien, c'est la frontière, certes, de la neutralité, mais aussi de l'utilité du message. Et c'est un critère dont on ne parle pas assez souvent, alors qu'il me semble central dans la démarche du juge. On va se demander si cette affiche qui est relayée sur le compte Facebook, si ce lien du compte Twitter vers une page du site Internet, si donc ces supports apportent une information utile à l'usager. Alors évidemment, dans la neutralité, évidemment, on ne va pas se servir de ces supports pour critiquer directement l'opposition ou un candidat qui ne serait pas encore au conseil municipal. Mais même lorsqu'il s'agit de parler de ses réalisations à soi, il faut se demander pourquoi on publie ça sur la page. Est-ce que c'est pour informer la population de l'ouverture d'un équipement, de l'organisation d'un festival, d'un tournoi, des nouveaux horaires de la piscine, du bilan technique qui aura été fait, le bilan énergétique des bâtiments? Bref, est-ce qu'on apporte une information qui me sert à moi, citoyen, ou est-ce qu'on le fait pour se tresser des lauriers à soi-même, pour se faire plaisir, pour se maquiller en quelque sorte? Alors, je sais bien que les communicants professionnels, les directeurs de cabinet, les communicants en général, qu'ils soient dans la collectivité ou en prestataire extérieur, ont un mouvement de recul en disant « mais c'est pas pour ça que je fais ce métier, je ne vais pas faire une information sèche, froide, administrative ». Eh bien, si. Pendant un temps, pendant une parenthèse, il va falloir continuer à informer la population sans tomber dans la valorisation inutile. Alors, on peut garder l'image du maquillage, hein. On peut toujours se rendre au bal ou en soirée, mais sans se maquiller inutilement. Alors, quand est-ce qu'il faut se poser cette question-là? Quand est-ce qu'il faut éviter de commettre cette erreur? L'article L51 que vous avez sous les yeux le dit, à compter du premier jour du 6e mois qui précède le mois au cours duquel le scrutin est organisé. Donc pour nous, dans la perspective de mars 2020, dans la perspective des élections municipales et intercommunales de 2020, ce sera le 1er septembre 2019. Sans attendre de savoir précisément à quel jour ce sera, nous savons d'ores et déjà qu'au 1er septembre 2019, ce qui sera publié sur la page Facebook de la ville, de l'interco ou sur le compte Twitter devra être surveillé. Et je crois qu'en respectant cette démarche, en gardant en tête cette précaution-là, informer et ne pas valoriser, en prenant donc soin aux adjectifs, aux adverbes dont on décore souvent la communication publique inutilement, eh bien, on permettra aux collectivités publiques de continuer à délivrer des informations sans enfreindre la loi. Alors, dans le même temps, dans cette période, on dit souvent la période de 6 mois, c'est un peu plus, dans cette période qui commencera à la rentrée, les élus peuvent avoir l'impression que leur liberté d'expression est bridée. Ils peuvent même avoir la déprime du sortant, en se disant « mais l'opposition va passer son temps à me cogner dessus, et moi je ne pourrai pas faire valoir, disent-ils, ou faire savoir, c'est mieux, mon bilan ». Eh bien, il faut garder en tête qu'à partir du 1er septembre, les élus sortants auront 2 casquettes sur la tête. Une casquette rouge, une casquette verte. La casquette rouge d'élus sortants. Ils sont l'administrateur.
ils finissent leur mandat. Ils incarnent l'intérêt général. Et à ce titre, ils doivent utiliser les moyens publics de communication pour parler à l'administré, dans les conditions que je viens de dire. Et ils ont une casquette verte de candidat à leur réélection, qui pourra dire ce qu'il veut, mais avec les moyens privés. Et donc, pour ce qui est de notre sujet du jour, sur sa page personnelle. Et on le lit dès le code électoral, dès la suite de cet article L52.1. Cet article précise bien que l'élu, personnellement, peut mener la campagne comme il veut, mais avec ses moyens personnels. Alors, dans la réalité, ça sera dans des salles qu'il loue, avec des tracts qu'il paye, ou qu'il fait payer par son parti. Sur le web, ça sera sur sa page Facebook personnelle, ou sur son compte Twitter personnel. Là, il pourra lâcher les chevaux, dans les limites de la loi pénale évidemment, multiplier les slogans, valoriser autant qu'il veut ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire, et critiquer ses adversaires, le bilan de l'opposition, les propositions de ses adversaires, mais donc, encore une fois, avec sa casquette verte, ce qui veut dire sur sa page Facebook personnelle, celle qui porte son nom, et pas celle qui porte le nom de la commune ou de l'intercommunalité. C'est la première erreur à ne pas commettre, c'est la précaution qu'il va falloir garder en tête tout le long de la période et qui implique le plus l'entourage de l'élu sortant, son cabinet, ses services juridiques, sa direction générale. Les autres erreurs qu'on va voir, les autres erreurs à ne pas commettre existent évidemment, mais celle-là a déjà donné lieu à des annulations et donc doit, c'est pour ça que j'en parle en premier, rester en permanence dans les esprits. Alors, vous le voyez, la première erreur, c'est écrit sur votre écran, lancer une campagne de promotion publicitaire des réalisations. Il y en a d'autres. Passons à la deuxième. Faire gérer la page du candidat par les membres du cabinet. Pourquoi est-ce un problème? Parce que, toujours dans cette idée des deux casquettes, rouge et verte, il ne faudra pas mélanger les genres. Il ne faudra pas que des agents publics, des agents de la ville, des agents de l'intercommunalité, quand bien même ils sont membres du cabinet, et en ça, on se doute qu'ils ont un rôle très politique, il ne faudra pas que ces gens utilisent, animent les pages personnelles du candidat. Pourquoi? Parce que s'ils le faisaient, et si cela laissait des traces, eh bien, le candidat qui viendrait à remporter l'élection encourrait le risque de voir son élection annulée et dans les villes de plus de 9000 habitants, son compte de campagne rejeté, voire le juge électoral prononcer son inéligibilité sur le fondement de l'article que vous avez sous les yeux. L'article L52.8, cette fois, du Code électoral, qui nous dit de manière très générale que les personnes morales, en dehors des partis et groupements politiques, ne peuvent pas contribuer à la campagne d'un candidat, ni en lui versant des dons, ni, ça nous intéresse davantage, en lui fournissant des biens, des services ou tout autre avantage direct ou indirect, gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Traduit dans notre monde public local, eh bien, ça vise la mise à disposition des moyens publics au service de la campagne du candidat pour porter son message de propagande électorale. Quels moyens publics? On en a tous des exemples qui ne sont pas au cœur de notre propos ce matin. Les salles municipales, le téléphone portable, la photocopieuse. Mais en ce qui concerne notre propos de ce matin, c'est la page institutionnelle de la ville ou de l'interco sur Facebook ou le compte Twitter de la ville. Alors, certes, ces pages n'ont pas de valeur marchande précise. Le juge de l'élection l'a remarqué d'ailleurs déjà, en disant que lorsque des élus sortants avaient utilisé la page Facebook de la ville pour valoriser leur campagne, appeler à des meetings pour eux, appeler à les soutenir, on avait le plus grand mal à évaluer combien ça valait. Et le juge nous dit, bon, c'est ponctuel, ça a une valeur minime, donc ça n'a pas de conséquences sur la régularité du compte de campagne. C'est vrai. En revanche,
Et c'est pour ça que l'erreur à commettre s'appelle faire gérer la page d'un candidat par les membres du cabinet. Si le temps de travail de ces agents publics a été consacré à l'animation de cette page, alors ça a une valeur marchande considérable, parce que ce temps de travail-là va constituer, lui aussi, la fourniture d'un avantage à la campagne d'un candidat. Et ce n'est pas si simple de se mouvoir de manière discrète, illégale et discrète, parce que Internet laisse des traces. Et lorsque on veut contacter un candidat via sa page personnelle et qu'on reçoit une réponse par des personnes qui manifestement ne sont pas le candidat, alors on pourra vite avoir l'impression, voire la preuve, que d'autres personnes que lui s'en sont servies. Et pour peu qu'on établisse que ces personnes-là sont des agents publics, je le répète, y compris des membres de cabinet, et que le fichier a été préparé sur leur temps de travail, alors cette erreur peut avoir des conséquences considérables. Annulation de l'élection, rejet du compte de campagne, ce qui veut dire très prosaïquement privation du droit de remboursement des dépenses. Dans une ville de 20 000 habitants, ça veut dire tout de suite 15 000 euros sur lesquels on comptait, qu'on n'aura pas remboursés par l'État, et surtout saisine du juge de l'élection pour, ils disent éventuellement, si cette irrégularité est délibérée, qu'ils disent donc que l'élu est inéligible pour un maximum de 3 ans. Donc, ça implique en amont de bien apprendre à distinguer les deux casquettes, y compris sur la tête des agents. Parce que, tout comme tout à l'heure, je disais que l'élu pouvait dire ce qu'il voulait s'il savait distinguer les moyens publics avec sa casquette rouge et les moyens privés avec la casquette verte. Pour les membres de cabinet, pour les agents de direction, c'est pareil. Ils pourront participer à la campagne. Ils restent des citoyens. Ils peuvent, le soir, le week-end, assister à des meetings et distribuer des tracts. Ce qui leur est interdit, c'est de participer à cette campagne sur leur temps de travail. D'où la nécessité de séparer les deux, parce que la page Facebook d'un candidat, ça s'anime toute la journée, et pas seulement le soir et le week-end. Il faut passer à la troisième erreur. Vous avez, oui, pardon, avant de passer à la troisième erreur, vous avez là, sur votre écran, un exemple d'un arrêt du Conseil d'État qui remonte déjà, mais qui reste valable, dans lequel, avant l'apparition des réseaux sociaux, le Conseil d'État a considéré qu'un membre de cabinet qui, en quelques mots, organisait la campagne de la majorité sortante, eh bien, accordait un avantage indu à cet élu sortant et justifiait, en l'espèce, l'annulation de l'élection. Donc, il n'y a aucune raison que ces vérités-là, ce raisonnement juridique et cette sévérité-là, qui avait été décidé, qui avait été retenu à l'époque, lorsqu'il s'agissait de préparer des notes en papier, ne valent pas tout autant lorsqu'il s'agit d'animer une page Facebook. Ce sera pareil, la transposition sera certaine. Donc passons à la troisième erreur, concernant toujours cette page Facebook ou ce compte Twitter. La troisième erreur, elle consiste à insérer de la propagande électorale sur la page institutionnelle. C'est très différent des deux premières erreurs. Il s'agit là de mélanger les genres sur la page. Et il s'agit là non plus seulement, comme dans la première erreur, de valoriser le bilan collectif de la municipalité sortante. Il s'agit carrément de prendre un tract et de le coller sur la page Facebook de la collectivité. Alors, ceci est à proscrire parce que le juge a déjà considéré que ce mélange des genres sur la page Facebook pouvait provoquer la confusion dans l'esprit des électeurs. Et on le comprend, l'électeur s'est abonné à la page institutionnelle. Il veut des informations sur l'actualité de la ville. Et il s'est vu des cas où la page glissait progressivement pendant la période préélectorale. Elle glissait d'une page institutionnelle à une page de propagande. Et dans un tel cas, regardez, l'arrêt du Conseil d'État du 6 mai 2015, eh bien, une telle confusion des genres a abouti à l'annulation de l'élection. C'est le seul motif. Il n'y avait pas eu besoin d'autre chose. Pourquoi? Parce que l'écart de voix entre les candidats, entre les listes en présence, était faible. Là, en l'espèce, 5 voix. Eh bien,
en présence d'une irrégularité, alors même qu'elle ne repose sur aucun texte précis. Comme vous le voyez là, je ne cite pas le code électoral, je cite un arrêt du Conseil d'État. Alors même que cette irrégularité, qui ne reposait pas sur un texte précis, mais qui reposait sur une manœuvre, ce terme si fertile en droit électoral, une manœuvre qui a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Eh bien, cette manœuvre-là, ayant entraîné la confusion dans l'esprit de l'électeur, justifie pour le juge de l'élection la victoire et donc impose l'annulation de l'élection. Donc, de la même façon qu'on met une casquette de couleurs différentes sur la tête des différents agents, cette casquette-là, on s'emploie à la garder sur la page Facebook ou le compte Twitter. Quatrième erreur consiste à laisser publier des commentaires sur la page Facebook de la ville ou du candidat le dernier week-end. Les 3 premières erreurs, elles valaient pendant les 6 mois. Là, je vous parle bien que du dernier week-end, c'est-à-dire à partir du samedi 0h, veille du scrutin. Parce que l'article L49 du Code électoral que vous avez là nous dit clairement, à partir de la veille du scrutin à 0h, il est également interdit de diffuser, de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Alors cet article-là, il vise les mails, bien sûr, les blogs, mais aussi les pages Facebook ou les comptes Twitter. Le problème, c'est que vous n'êtes pas seul à animer votre page Facebook. Les commentaires vont abonder pendant la campagne, en tout cas, je vous le souhaite. Et les internautes pourraient souhaiter continuer à animer ce débat-là le samedi, veille du scrutin, alors même que c'est interdit par le Code électoral. Alors, comment faire? Depuis 20 ans maintenant, le Conseil d'État a été clair pour ce qui concernait les sites des candidats. Il ne s'agit pas de couper l'accès au site Internet, il ne s'agit pas de le remplacer par une page blanche, et donc, par analogie, il ne s'agit pas de supprimer ou de masquer la page Facebook du candidat à partir du samedi 0h. Il s'agit simplement, dans un cas comme dans l'autre, site Internet comme page Facebook, de geler le contenu, de sorte qu'aucun nouveau message ne puisse y être publié à partir du samedi 0h. Alors, sur Facebook, eh bien, il faut manier cet équilibre-là en laissant l'internaute consulter tout ce qui a été dit pendant la campagne, vos publications et les commentaires, mais en désactivant les commentaires à partir de cette date-là. Sans quoi, alors même que vous n'y seriez pour rien, ou en tout cas, alors même que ce seraient des anonymes qui publieraient un commentaire sur votre page, selon le contenu de ce commentaire-là, votre victoire électorale pourrait être annulée. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans le cadre des élections municipales de 2008 déjà. Alors, sur le site internet d'une liste, mais ça serait exactement la même chose sur un compte Twitter ou une page Facebook. Regardez ce qui s'est passé, j'ai résumé les faits dans le paragraphe. On avait au second tour, comme ça arrive souvent, une triangulaire. La liste X, la liste Y, la liste Z. Et comme ça arrive souvent dans la vie de la liste arrivée en 3e position, on va dire que c'est la liste X, certains voulaient se maintenir au second tour, d'autres préféraient se désister pour qu'ils choisissent, ils participent à la victoire de l'une des deux restantes en compétition. Bon. Et au sein de la liste X, finalement, ce qu'il a emporté, c'est le maintien. Bon, donc on a eu une triangulaire. Mais à l'intérieur de cette liste X, un candidat a publié la veille du scrutin sur le site internet de la liste X un appel à ne pas voter pour eux. Un appel à voter pour la liste Y pour faire barrage à Z. Et ça, non seulement évidemment c'était une irrégularité puisque c'était un message de propagande électorale publié après le samedi 0h, mais le juge a considéré que ça avait eu un impact parce qu'il ne s'agit pas de lire que Madame Martin ou Monsieur Dupont soutient tel ou tel candidat. On n'en a pas grand-chose à faire, en fait. Ça n'a pas, de fait, une influence. En revanche, lorsque
un membre d'une liste dit « ne votez pas pour moi, il faut voter pour une autre », ah oui, ça peut perturber l'électeur. Et dans ce cas-là, eh bien, encore en présence d'un écart de 5 voix, le Conseil d'État a considéré que la publication de ce message-là avait pu expliquer la victoire et que donc, il fallait annuler l'élection pour la recommencer. Donc, quatrième erreur, ce serait de laisser les commentaires être publiés le week-end. On gèle les contenus numériques pour éviter ce genre de désagrément. Alors, la cinquième erreur qui est pourtant tentante, ce serait de payer le site, le réseau social, pour que sa page de candidat soit sponsorisée. Les liens sponsorisés, alors, ça concerne aussi bien les réseaux sociaux dont on parle aujourd'hui que les liens sponsorisés sur les moteurs de recherche, hein, par ailleurs. Mais voyez ce que l'article L52-1 du Code électoral nous dit, cette fois dans son premier alinéa. Au début, on a parlé du deuxième alinéa. Là, c'est le premier. Et donc, ça prévoit bien deux interdictions différentes. Voilà la cinquième erreur. Pendant les 6 mois précédant le premier jour du mois d'une élection, donc toujours à partir du 1er septembre 2019 en ce qui nous concerne, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Et on pouvait se demander si les réseaux sociaux étaient concernés. Oui, la réponse est très simple. Pour le juge électoral, Internet, les sites, les blogs et donc les réseaux sociaux sont des moyens de communication audiovisuelle au sens de cet article-là. Donc, tout procédé qui consiste à payer pour qu'on parle de vous, pour que la candidature soit promue, est interdit à compter du 1er septembre 2019. Il y a quelques décennies, il s'agissait de payer le quotidien régional pour disposer d'une page. Désormais, il s'agit de payer Facebook pour que sa page apparaisse dans les fils d'actualité de gens qui n'ont rien demandé. Et c'est bien ça le critère. Ce qui est interdit, c'est la publicité. La publicité, ça se caractérise bien par le fait qu'un message arrive à son destinataire sans qu'il l'ait demandé. Eh bien, la même chose va s'appliquer ici. Si un candidat utilise ces procédés de publicité pour faire en sorte que sa page apparaisse dans les moteurs de recherche, alors même qu'on cherche tout à fait autre chose que sa propre page, ou que sa page soit insérée dans le fil d'actualité d'un utilisateur du réseau social, alors, et toujours dans le cas où l'écart de voix à la fin serait faible, une telle irrégularité justifiera l'annulation de l'élection. Et pour preuve, c'est ce qui s'est passé également en 2015. C'est ce que le Conseil d'État a jugé en 2015 au sujet d'une élection municipale de mars 2014. Et vous le voyez, un référencement commercial de site a été acheté auprès du moteur de recherche, permettant à ce site d'apparaître en tête de la première page de résultats pour certaines recherches. Et un lien vers ce site apparaît comme annonce publicitaire sur le réseau social Facebook. Eh bien, ces deux techniques sont des techniques interdites qui, compte tenu d'un faible écart de voix, là on avait une seule voix d'écart entre les deux listes, a été jugée comme décisive. Et cette irrégularité ayant été décisive, il faut annuler et tout recommencer, entre parenthèses, dans les 3 mois de la décision de justice définitive. Éventuellement avec les mêmes candidats, mais il faudra recommencer puisque le juge électoral aura considéré que la compétition n'avait pas été fair-play, n'avait pas été régulière, et que cela avait trompé le peuple. Sixième erreur qui n'aurait pas pour conséquence de vous faire perdre au 3e tour, mais qui aurait pour conséquence de vous faire perdre du temps et un peu d'argent. Ce serait de considérer que le candidat visé par quelqu'un sur son réseau social aurait un droit de réponse, comme on en a dans la presse écrite. Bon, la configuration est celle-ci. Vous constatez que sur la page Facebook d'un concurrent ou sur le compte Twitter d'un concurrent, des propos désagréables sont tenus envers vous. Dans la loi de 1881 sur la presse, on ouvre
un droit de réponse pour toute personne nommée ou désignée, quand bien même il ne s'agit pas de diffamation ou d'injure. Et dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004, ce même droit de réponse est transposé à la sphère numérique. Et par exemple, lorsque vous estimez que des propos ne sont pas fondés et sont tenus sur un blog, vous disposez d'un droit de réponse, je passe sur les détails, mais un droit de réponse qui va vous permettre d'imposer à l'éditeur du blog d'insérer sur son blog votre réponse. Le problème, c'est qu'après cette loi de 2004, est intervenu un décret de 2007 pour nous donner les précisions sur la façon d'exercer ce droit de réponse. Et ce décret nous dit expressément, vous l'avez sous les yeux, que le droit de réponse n'est pas ouvert lorsque les utilisateurs, donc vous, la personne attaquée, lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause. Or, sur Facebook comme sur Twitter, comme sur tout réseau social, sauf lorsque un candidat aurait décidé d'interdire les commentaires depuis le début de la campagne, vous avez techniquement la possibilité de répondre. Alors certes, c'est insatisfaisant, parce que vous allez faire une réponse en commentaire qui va être vite noyée, ou qui pourra être vite noyée par d'autres commentaires, voire disparaître dans le flux des commentaires, remonter tellement haut dans l'historique qu'un internaute qui arriverait n'y aurait pas immédiatement accès. Il n'empêche que s'il faisait dérouler l'historique des commentaires, il retrouverait votre réponse et que dès lors, puisque vous avez les moyens de publier directement votre réponse, vous ne pouvez pas disposer de l'arsenal contraignant qui pourtant est plus puissant puisqu'il oblige à faire apparaître dans les mêmes conditions votre réponse et le message d'origine. Là, ce ne sera pas exactement dans les mêmes conditions puisque ce sera simplement en commentaire et pour autant il faudra s'en contenter. La dernière erreur à ne pas commettre, elle est plus en clin d'œil. On finit par quelque chose de plus léger, mais de potentiellement plus dangereux qu'on pourrait le croire. Le self-isoloir, ce phénomène qui est apparu lors des dernières élections municipales. Avant 2014, je ne crois pas qu'on ait vu, ça aurait été en 2008, je ne crois pas qu'on ait vu de self-isoloir. De quoi s'agit-il? Quel est ce néologisme? Vous le savez sûrement. Il s'agit de l'autoportrait photographique, ou en tout cas de la photographie de son bulletin de vote, prise par l'électeur, ou par le candidat électeur, dans l'isoloir. Manière, certes, si on veut être optimiste et bienveillant, de penser que l'électeur ou le candidat a voulu exhorter ses concitoyens à venir voter eux aussi, en leur rappelant, au cas où ils l'aient oublié, que c'était le jour J et qu'il fallait se rendre aux urnes, façon, si on veut être un petit peu plus sceptique et moins bienveillant, d'appeler à voter pour soi-même, en montrant le bulletin de vote qu'on est en train de mettre dans l'enveloppe et qui correspond à votre candidature ou au candidat que l'on soutient. Et comme ça revient tout de même à cela, il faut bien avouer qu'une telle technique méconnaît l'article L49 du Code électoral qui interdit de diffuser un message de propagande électorale le dernier week-end et a fortiori le dernier jour. Comment cette étrangeté du self-isoloir allait être appréhendée par le juge? Bon, on a eu un premier exemple lors des dernières élections dans le tribunal administratif de Strasbourg qui a regardé très précisément, comme à chaque fois, quelle avait été l'audience, les répercussions de cette photo. Là, il s'agissait des filles du candidat. Eh bien, le juge a regardé quel était le nombre des contacts de cette photographe amatrice, quel avait été le nombre de partages sur sa page. Si sa page était accessible à tout le monde, comme c'est souvent le cas sur Twitter, pas toujours sur Facebook, bref, si on avait le petit globe, ou si au contraire c'était uniquement les contacts personnels qui pouvaient accéder au message, et même si
dans les heures qui ont suivi la publication de ce self-isoloir, on avait constaté dans cette commune-là un accroissement de la participation ou pas. Et après avoir fait cette analyse très précise de l'impact du self-isoloir, le juge, en l'espèce, a considéré qu'il n'y avait pas eu d'effet décisif. Il n'y avait pas eu, pour reprendre les termes même du juge, d'écho significatif auprès de la population. Parce que dans ce cas-là, la page était limitée aux amis de l'électrice, parce que 70% des personnes qui ont fini par voter étaient déjà passées à cette heure-là, et parce qu'il y avait 6% d'écart de voix entre les candidats. Mais attention, ça c'est un coup de semonce. Le fait que le juge ait considéré qu'on était bien en présence d'un message de propagande électorale et pas d'un petit clin d'œil anodin, et qu'il ait pris soin de vérifier quelle avait été l'audience du self-isoloir, nous oblige à la prudence. Parce que dans le cadre des prochaines élections municipales, il arriverait, si vous commettez cette erreur, qu'un self-isoloir soit publié sur une page ouverte au public, tôt le matin, et dans le cadre d'une élection qui se jouera à quelques voix. Et dans ce cas-là, il paraît certain, si ces conditions sont réunies, que le self-isoloir entraînera l'annulation de l'élection. Ce serait tout de même fort dommage, alors qu'on sait désormais que c'est l'une des 7 erreurs à ne pas commettre et que j'ai voulu brosser là un peu rapidement ce matin. Merci, Maître, pour ce rappel très complet sur ces 7 erreurs à ne pas commettre, qu'on pourrait appeler presque les 7 péchés capitaux de la communication électorale. Alors, on le voit, les règles sont à la fois strictes, multiples, et elles sont à appliquer finalement sur des supports très différents, somme toute nouveaux, quoique c'est pas complètement nouveau, mais c'est parfois mal appréhendé. Et on le voit, il y a quand même des règles très importantes à respecter pour le bon déroulement et la validation des scrutins. Alors nous allons passer, sans plus attendre, à notre séance de questions-réponses. Donc, beaucoup de questions, des questions d'ordre souvent très pratique de la part de nos auditeurs. Alors, Maître, tout d'abord, on va prendre une première question. Tout simplement, dans le cas d'une commune où le maire ne se représente pas, en revanche, c'est le premier adjoint qui compte se présenter, la réglementation est-elle identique? Qu'en est-il des prises de parole du maire? Alors, la réglementation est identique dans la mesure où l'article L52.1 dont je parle au point numéro 1 interdit les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité. Autrement dit, interdit de promouvoir le bilan collectif. Or, ce premier adjoint, il est partie prenante de ce bilan. Et donc, pour le juge électoral, dès lors que ce premier adjoint se présente en tête de liste, eh bien, la commune devra prendre soin d'éviter de lancer, dans les 6 derniers mois, le bilan de gestion valorisant un bilan avantageux. Parce que c'est bien, avec l'article L52.1, l'interdiction d'un bilan collectif qui est posée dès lors qu'un membre de la majorité sortante, ça pourrait être la deuxième adjointe, est candidate à l'élection qui arrive. Et puis, quid de la prise de parole du maire? Eh bien, cette prise de parole du maire, elle va être considérée comme une prise de position de la collectivité si le maire, qui ne se représente pas, utilise les moyens de la collectivité. Bref, s'il s'exprime sur la page officielle de la commune, s'il s'exprime pendant le discours annuel des vœux ou à l'occasion de n'importe quelle manifestation publique. Dès lors que c'est lui qui parle, dans ce cadre public, c'est la commune, le TARCO, qui parle, et donc les règles s'appliquant au support de communication publique s'appliquent aussi à lui. Donc, il ne va pas porter il ne va pas lancer de discours valorisant le bilan collectif, même s'il ne se représente pas. Il le fera, son soutien à son premier adjoint, il le fera dans un meeting, sur un tract payé sur les fonds privés, il le fera librement, mais il ne le fera pas avec les moyens de la collectivité. Très bien, merci Maître. Deuxième question, sans plus attendre, question très intéressante d'ailleurs.
quel est le contrôle à apporter, quelle est la règle qui s'applique à une association subventionnée par la mairie et qui vanterait l'action municipale? Alors, c'est en effet pas simple et intéressant. En principe, les associations sont des personnes morales et donc n'ont pas le droit de contribuer à la campagne d'un candidat. Il faut donc passer le message selon lequel l'enfer peut être pavé de bonnes intentions et qu'il vaut mieux que ces sympathisants-là ne fassent pas d'excès de zèle et n'émettent pas sur leur support, leur journal, leur site, leur page, de messages de soutien express au maire sortant ou à quelque candidat que ce soit. Mais le fait qu'elle soit subventionnée ne change rien à l'affaire. Le fait qu'elle soit subventionnée est justifié par la circonstance qu'elles ont une activité d'intérêt général, d'intérêt public local. Mais le fait qu'elles soient subventionnées ne crée pas de lien organique entre la ville et l'association. Ça reste une association autonome qui prend ses décisions. Donc, il faut passer le message en lui disant pas d'excès de zèle, si je viens à votre manifestation, pas d'appel à voter pour moi. Si, malheureusement, certaines associations le faisaient, si on se retrouvait dans la campagne avec des prises d'opposition, de soutien express d'une association à un candidat. Alors, le risque dépendrait du lien organique entre l'association et le candidat. Bref, est-ce que cette association est présidée par le frère du candidat, son directeur de campagne, son conjoint, ou pas? Si le candidat arrive à prouver qu'il n'a aucun lien organique avec cette association, qu'il n'avait aucun moyen d'empêcher la publication de ce support, bref, si ce n'est pas à sa demande ou avec son consentement, même implicite, que le soutien a été émis, alors il doit obtenir le fait que cette dépense de l'association ne sera pas considérée comme une dépense électorale à inscrire dans son compte de campagne, etc. Mais si, à l'inverse, la situation était telle qu'il avait des soutiens bien établis au sein de cette association, il y a fort à craindre que le juge considère qu'il a donné son accord à la dépense, à l'édition du tract, à l'utilisation de la page Facebook indûment, et que donc il a bénéficié d'un don interdit, d'un avantage interdit de la part de la personne morale. Troisième question. J'ai une question en deux volets qui concerne la page institutionnelle de la ville, qui reste aujourd'hui la source d'information principale immédiate pour tout citoyen sur l'actualité de la commune, de la collectivité. Qu'en est-il de commentaires qui seraient faits sur un fil d'actualité, enfin sur un fil d'une page institutionnelle de la ville, et en prolongement, qu'en est-il des photos qui seraient publiées par les services de la commune, voire par un citoyen, si le cas était possible, sur la page institutionnelle de la ville? Alors, ce qui est publié sur la page institutionnelle de la ville émane juridiquement de la ville, même si ce sont des commentaires. Ça fonctionne au regard du droit électoral, ça fonctionnera dans un sujet dont on aura l'occasion de parler plus tard, l'occasion d'une prochaine webconférence en matière de diffamation et d'injure. C'est la ville qui est responsable de ce qui est publié sur sa page, dans la mesure où elle a les moyens de supprimer rapidement tout élément qu'elle n'aurait pas le droit d'accueillir sur sa page. Donc aussi bien des messages de soutien que des bilans avantageux de l'action passée, que des propos diffamatoires. Bref, elle est responsable de ce qui est publié sur la page. Et donc, si ce sont des propos désagréables, elle n'aura aucun scrupule à les supprimer, techniquement. Si ce sont des propos agréables, il faudra, mais illégalement agréables, parce que relayant la propagande électorale du candidat sur la page institutionnelle de la collectivité, il faudra le supprimer, oui, ce message, et puis expliquer en parallèle à l'émetteur pourquoi on l'a fait, dans l'intérêt du candidat que cet internaute entendait soutenir. Merci maître. Autre question. Les questions sont nombreuses sur ce sujet et on le comprend aisément. Qu'en est-il
des tribunes de l'opposition. On sait que les règles de la vie politique locale imposent une tribune réservée à l'opposition. Qu'en est-il dans ce contexte électoral adapté aux réseaux sociaux? Alors, la réponse exige de prendre un peu de temps, parce que le droit est complexe en la matière. Premièrement, vous l'avez rappelé, dans toutes les communes de 3500 habitants et plus, les conseillers qui n'appartiennent pas à la majorité ont le droit de disposer d'un espace d'expression réservé dans les bulletins d'information générale édités par la commune ou l'interco, ça concerne aussi l'interco. Or, le juge administratif a considéré que le site internet était un bulletin municipal, fort bien, et que donc une page devait être laissée à l'opposition. Mais tout récemment, l'an dernier, une cour administrative d'appel a même considéré que la page Facebook institutionnelle de la commune ou de l'interco devait être considérée comme un bulletin d'information générale au sens de l'article L 21-21-27-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit le droit de l'opposition à s'exprimer. Un peu étrangement, mais on peut le comprendre quand même, cette même cour administrative d'appel a considéré que le droit de l'opposition était ouvert sur la page Facebook, mais pas sur le compte Twitter. Peut-être parce que sur ce compte Twitter, on ne peut pas, la ville ne peut pas tenir de longs propos qui permettraient vraiment de considérer que ce compte accueille un bulletin d'information générale. Bon, ça sera peut-être amené à évoluer parce que ce n'est jamais qu'un arrêt. Toujours est-il que concernant la page Facebook, cet arrêt est très clair et il reste convaincant. C'est un support de publication régulier portant sur les réalisations du conseil municipal. Et donc, il faut, nous dit le juge administratif, accueillir un espace pour l'opposition. Alors, techniquement, reste à savoir comment. On a du mal à imaginer que ce soit une proportion de l'espace de chaque message, parce que sur Facebook notamment, c'est assez, sinon infini, du moins très, très long. Il pourrait s'agir, et c'est l'option que les collectivités ont retenue depuis l'intervention de cet arrêt, d'un droit à publier une fois sur 10, une fois sur 15, une fois sur 20, ça reste à déterminer, sur la page Facebook de la ville. Un droit de l'opposition de voir sa tribune, de voir son message copié, collé, publié sur la page Facebook de la ville. Alors, en période électorale, qu'en est-il? Ça pose encore d'autres questions. Première question, de la même façon que le juge a dit qu'il était interdit de supprimer les tribunes libres de l'opposition au seul motif qu'on entrait en période électorale dans le bulletin municipal papier, eh bien, on ne pourra pas invoquer l'entrée dans la période préélectorale, l'arrivée du 1er septembre 2019, pour justifier que ce droit de l'opposition à donc s'exprimer sur la page Facebook soit supprimé. Ça, c'est extrêmement clair. En revanche, la dernière question la plus pointue et la plus délicate, c'est que peut-on faire, que doit-on faire lorsqu'on gère une page institutionnelle de la commune ou de l'interco et que l'opposition, souhaitant s'y exprimer, vous soumet un texte qui est un texte de propagande électorale. Un texte dans lequel l'opposition ne dirait plus nous avons voté contre le budget cette année parce que nous sommes contre l'augmentation du taux des impôts ou que sais-je, mais dirait en mars 2020, votez pour nous, voilà un lien vers notre site de campagne, vers notre page Facebook de campagne, ou venez nous rejoindre au meeting. Bref, un message indiscutablement électoral. Pour répondre à cette question, on va se servir de ce que le Conseil d'État a déjà décidé en ce qui concernait le bulletin municipal. Il a décidé, dans un arrêt élection cantonale de Saint-Cloud en 2012, la chose un peu surprenante, mais la chose suivante. Comme vous, responsable public d'un support public, n'avez pas le droit de censurer l'opposition, puisque, pour reprendre les termes du juge, la commune ne saurait contrôler le contenu de ce qui est dit par l'opposition dans son espace d'expression réservé, donc puisque vous êtes obligé de faire un copier-coller, alors
vous, responsables publics, vous, collectivités publiques, vous n'accordez pas un avantage, puisque vous n'avez pas le choix. Quand on n'a pas le choix de payer, ce n'est pas un don, c'est un impôt. Et là, c'est pareil. Puisque vous êtes tenu de publier, vous n'accordez pas un avantage. Et puisque vous n'accordez pas un avantage, vous ne méconnaissez pas l'article L52.8 du Code électoral dont on a parlé tout à l'heure, l'erreur numéro 2. Vous ne mettez pas à disposition cet outil public qu'est la page Facebook de la ville au service de l'opposition. Et donc, vous ne pouvez pas, légalement, refuser de publier ce message sur la page Facebook au motif qu'il est électoral. Alors, cet état du droit a connu une nuance. 4 ans plus tard, dans un arrêt commune de Chartres, le Conseil d'État nous dit alors il y a une limite, c'est si l'opposition vous transmet un message qui est diffamatoire ou injurieux. Encore, on en parlera peut-être dans 15 jours. Mais à cette exception près, si le message est uniquement électoral et pas diffamatoire, et ce n'est pas diffamatoire de dire votez pour moi. Si le message est électoral, vous ne pouvez pas légalement interdire qu'il soit repris sur la page Facebook de la ville. Alors, je sais bien que parmi les responsables publics, cet état de la jurisprudence est critiqué et est insatisfaisant parce que ça fait une dissymétrie. D'un côté, l'opposition peut mener campagne dans le cadre de la page Facebook de la collectivité, mais de l'autre, l'équipe sortante ne peut pas le faire. Parce que si elle le fait, alors elle décide de le faire. Encore une fois, c'est parce que la loi impose à la collectivité d'accueillir l'expression de l'opposition qu'il n'y a pas de don. Mais la loi n'impose pas d'accueillir la tribune de la majorité. Donc, si la majorité sortante émet un message électoral sur la page Facebook de la ville, alors elle n'est pas en train d'appliquer la loi de manière contrainte. C'est bien une décision spontanée, volontaire. Donc là, il y a un avantage illégal qui est connu. Donc indiscutablement, on est dans une dissymétrie entre ce que l'opposition a le droit de faire sur la page Facebook institutionnelle et ce que la majorité a le droit de faire. Mais je termine en disant que cette dissymétrie-là, ce n'est pas non plus l'impunité pour l'opposition. Parce que certes, si elle le fait, on ne pourra pas l'empêcher de le faire et ça n'entachera pas son compte de campagne puisque ce n'est pas un don de la personne morale. Pour autant, ça restera une manœuvre, terme que j'ai employé tout à l'heure. Ça restera l'utilisation d'un droit d'expression de l'élu sortant ou d'opposition à des fins autres que celles pour lesquelles ce droit est prévu. Ce droit, dans le Code général des collectivités territoriales, il est prévu pour permettre aux élus d'opposition de rendre compte de leur position, d'expliquer pourquoi ils ont voté ceci ou cela, dans le cadre des débats du conseil municipal. Il n'est pas prévu pour faire campagne. Donc, si l'opposition le fait et qu'elle gagne l'élection de peu de voix, alors, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est tout à fait imaginable, l'ex-majorité qui vient de perdre pourrait attaquer le résultat de l'élection en invoquant comme manœuvre la circonstance que l'opposition a exploité la page Facebook de la ville pour les besoins de sa propagande. Et encore une fois, en cas de faible écart de voix, je ne vois pas pourquoi ce moyen ne pourrait pas prospérer et ne permettrait pas d'obtenir l'annulation de la victoire de l'ex-opposition. Donc dissymétrie, oui, et ce n'est pas satisfaisant, mais impunité de l'opposition, pas tout à fait. Il faudrait mieux de réfléchir avant d'exploiter ce qu'elle croit être un droit de tirage inconditionnel sur la communication de la ville. Alors, question en prolongement de l'ensemble de ce que vous venez de dire, cher maître. Qu'en est-il dans un contexte intercommunal de ce droit de tribune de l'opposition? Je pense notamment à tous nos auditeurs, à nos DG dans les communautés qui nous écoutent. Est-ce que les règles sont les mêmes? Est-ce qu'il y a des spécificités liées à ce contexte intercommunal? Alors, les règles sont les mêmes, mais c'est vrai qu'elles sont un peu plus difficiles à appliquer dans le contexte intercommunal que dans le contexte communal. Parce que dans une assemblée intercommunale, il n'est pas toujours simple de savoir qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. On a bien souvent des fortes têtes, des élus un peu vigilants, mais qui participent à la gouvernance intercommunale par l'intermédiaire d'une vice-présidence notamment.
Donc ils peuvent être parfois en conflit avec le président et parfois en soutien, en harmonie avec lui. Alors, certes, depuis les dernières élections municipales en 2014, depuis que les oppositions communales sont représentées à l'Assemblée intercommunale, dès lors que la commune a peu de sièges, on a constaté, vous comme moi, que la vie politique intercommunale avait pu se politiser, avait pu se cristalliser en camps différents. Et sans fin, l'élection continue de se faire commune par commune. Donc au niveau intercommunal, c'est vrai que ça agrège des gens qui peuvent prendre des positions qui ne sont pas uniquement guidées par une appartenance partisane dans le rapport à leurs collègues, mais guidées par le souci de défendre leur commune ou telle option. Alors, ceci étant dit, il nous faut, pour répondre à la question, revenir à la définition de ce qu'est un conseiller n'appartenant pas à la majorité. La question s'est posée dans les communes et elle permet d'obtenir une réponse pour les intercommunalités. La Cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt Bellevaux, nous dit qu'un conseiller n'appartenant pas à la majorité, c'est un conseiller qui publiquement annonce qu'il s'inscrit de manière structurelle dans l'opposition à ce qui est fait par l'exécutif. Donc il y a bien deux conditions, et seulement deux. Il faut qu'un conseiller dise publiquement, ça peut être une conférence de presse, un communiqué de presse, une déclaration en conseil communautaire, un message sur sa page Facebook, que sais-je, mais que l'annonce soit publique, qu'il s'inscrit de manière permanente, de manière pérenne, le mot du juge c'est de manière pérenne, dans l'opposition. Autrement dit, pas simplement en désaccord avec ce qui est proposé par l'exécutif sur le PLUI ou le budget, mais de manière générale, quelqu'un qui dit l'équipe intercommunale ne va pas dans le bon sens, la politique qui est menée ne convient pas, et j'entends proposer un projet alternatif. Une personne qui dirait ça, quel que soit son parti politique, quelle que soit sa commune, une personne qui dirait ça serait immédiatement à considérer comme n'appartenant pas à la majorité. Dans les assemblées intercommunales, c'est sûrement plus rare que dans les assemblées communales, mais enfin, ça peut arriver. Et alors, si ça arrive, ce conseiller-là, conseiller communautaire-là, en rupture de banc, pourrait bénéficier de tous les droits que la loi accorde à un élu n'appartenant pas à la majorité, droit au local, droit à l'expression, droit à un espace d'expression réservé dans les bulletins d'information générale de l'Interco, c'est-à-dire aussi bien le bulletin papier que le site et la page Facebook. Donc il faut garder en tête ces deux conditions qui, en plus, permettent au conseiller de faire évoluer sa situation au cours du mandat. Il peut très bien être solidaire de la majorité et puis à un moment rompre. Bien s'il rompt publiquement et de manière pérenne, il passe dans l'opposition. C'est aussi simple et fluide que cela pour le juge administratif. Merci Maître pour ce panorama plus que complet sur cette question qui, on le voit, suscite des interrogations, des réactions, et nous espérons que nous avons répondu au maximum à vos interrogations. Nous arrivons à la fin du temps consacré à cette séance de questions-réponses. Pour tous ceux qui n'auraient pas réponse à leurs questions, vous pourrez retrouver l'ensemble de nos solutions de décryptage juridique et d'accompagnement opérationnel sur notre site vk.fr, au travers notamment de notre collection Services à la population, tous nos contenus dédiés aux élections et à la vie politique locale, notamment dirigés par Maître Bulto chez nous. Merci infiniment à notre intervenant, Maître Philippe Bulto, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir contribué à cet événement. Merci également à la DGCF, notre partenaire. Merci à David Lebras, Katia Paulin, au président Fortoul, que je salue. Merci à tous pour votre attention et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'actualité webconférence dès ce jeudi 23 mai. Retrouvez-nous pour une nouvelle webconférence avec notre partenaire, le CEREMA. Nous parlerons cette fois du dispositif Action Cœur de Ville avec Patrice Morandas du CEREMA et Arthur Courty du Commissariat Général à l'égalité des territoires. Je mentionne également vous retrouver le 5 juin prochain
Deuxième volet de ce rendez-vous dédié aux réseaux sociaux. Vous retrouverez notamment Philippe Buteau en compagnie cette fois du Périnel à l'animation pour une conférence donc, sur les réseaux sociaux, les fake news et les propos diffamatoires. Vaste sujet également, et on comprend l'actualité brûlante avec les élections approchantes. Cette conférence sera organisée en partenariat avec la SMACL. Je vous souhaite une excellente journée au nom de toute l'équipe BK. Merci encore à Maître Buteau et à très bientôt.